Bonjour à tous, merci beaucoup d'être tous ici. Vous m'entendez bien ou pas? Très bien. Oh, merci. Et ben on est très content de vous accueillir dans les locaux de Joko pour cet event. Donc on a organisé avec le MDN, donc le Modern Data Network, et qui est sponsorisé par Imaya. Et je laisserai Yohan vous en dire plus sur Imaya. Peut-être avant de commencer, je me présente très rapidement, comme ça vous avez le contexte. Moi je m'appelle Coralie Bette-Bédère-Deschlet, je suis data lead chez Joko. Et donc pour dire juste deux mots sur Joko, nous on est une solution de shopping sous la forme d'une app mobile et d'extension de navigateur. Vous pouvez télécharger, c'est super, c'est gratuit. Et on a des fonctionnalités qui visent à améliorer l'expérience shopping de nos 4 millions d'utilisateurs. Donc avec, on peut sauvegarder des produits, suivre leur prix, utiliser du cashback, des codes promo, du paiement plusieurs fois, plein de fonctionnalités que vous pourrez découvrir. Mais si vous voulez en savoir plus, on pourra en parler après. Et pour donner un petit peu de contexte sur cet event, l'idée c'est de parler des carrières en data. Le constat qu'on a fait, c'est qu'on a la chance en data d'avoir un spectre très large de technicité et de domaines d'expertise. Donc ça c'est vraiment, on a beaucoup de chance d'être dans ce cas-là en travaillant dans la data. Et ça peut soulever pas mal de questionnements sur les carrières passes. Donc on s'est dit que c'était un bon thème et qu'on pouvait inviter aussi 4 super speakers pour en parler aujourd'hui, donc qui sont avec nous. Donc on a la chance d'accueillir Emmanuel qui nous parlera des tracks Data Science, Virginie qui nous parlera de la track Data for Business et qui a également cofondé son entreprise cette année, donc elle nous en dira un petit peu plus. Paul qui nous parlera des carrières en Data Engineering / Analytics Engineering, et tu éclairciras la nuance entre les deux. Et Victor qui nous parlera d'une carrière freelance. Voilà un petit peu pour le contexte. Et donc, pour le format, on a préparé des questions qu'on espère pertinentes. Donc, il y aura 15 minutes sur chacune des tracks. On aura la compagnie de Uno, un petit chien aussi. Et à la fin, donc, il y aura des pizzas, des boissons. Et donc, on va pas faire de Q&A assis parce qu'on pense que c'est moins sympa que de se retrouver tous autour d'un apéro. Donc, je vous propose de bien garder vos questions en tête et de surtout pas hésiter à les poser à nos speakers pendant l'apéro thème italien qu'on fera juste après. Les pizzas, elles arriveront à 20h, donc j'essaye de commencer à l'heure comme ça. Elles seront chaudes. Voilà un peu pour le contexte. Avant de commencer, je vais peut-être donner la parole à Yohan, donc qui va nous présenter Imaya un peu plus. Et merci beaucoup pour le sponsoring encore. Je te donne le micro. C'est pas mes sous, c'est sa carte bleue. Salut tout le monde, du coup je suis Yohan, cofondateur et de data d'Imaya. Très rapidement, si vous ne connaissez pas, donc on est une petite société de conseil et formation en data et IA, vraiment sur les sujets à la fois produits, stratégie et tech. Et on a, au-delà de ça, vraiment pour envie et ambition d'être vu comme un hub de partage et de savoir au-delà de l'expertise technique. Et c'est pour ça que vous nous voyez assez souvent à créer des events, à sponsoriser des events, à créer des nouveaux trucs avec le MDN. Et donc vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a une super conf qui va arriver le 25 novembre, la Forward Data Conférence, dont Virginie notamment qui a été déjà annoncée sur l'un des speakers. D'ailleurs, du coup, il y a encore des codes de réduction du MDN et on commence à être bientôt full. Il reste 70 places, on va dire. On va annoncer le programme définitif d'ici semaine prochaine. Il y a combien de places en tout ? 300 personnes. Et voilà, donc ça, on est plutôt content parce que ça se remplit plutôt vite. Voilà, à dispo pour discuter, puis on est super content de sponsoriser cette belle brochette de speakers et cette soirée. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Yohan. On peut commencer, alors. Peut-être on peut commencer avec les carrières en data science, si ça te va, Emmanuel. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours ? Ouais, bien sûr. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Ravi de partager quelques éléments qui, j'espère, seront intéressants. Donc, pour me présenter rapidement, Manu, je travaille chez Blablacar
dont j'espère vous savez ce qu'on fait. Ça fera 10 ans en avril, donc je ne fais pas partie de ces gens qui changent de boîte tous les 2 ans. On peut continuer à s'éclater au bout de 10 ans dans une boîte, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. L'équipe data chez Blabla, on fait pas mal de choses, data engineering, data science, analytics. On a un scope intéressant et assez large. On est une 50aine, on est sur le MDN, donc si vous voulez savoir ce qu'on fait, venez nous rejoindre au MDN ou regardez nos articles sur Medium. J'en dis pas plus, comme ça on aura plus de temps pour les questions-réponses. Trop bien, merci Manu. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire ce qui, selon toi, rend une carrière en data science attractive aujourd'hui ? Ouais. C'est la diversité des sujets que vous pouvez résoudre. Et je crois que ça, avec en plus la vague GenAI qui... je ne sais pas si on a fini de l'apprendre et où est-ce qu'elle en est, mais en tout cas elle est là, ça rend les choses encore plus passionnantes. Dans la diversité des projets que je vois, pour vous parler de ceux qu'on fait chez Blablacar par exemple, ça va de la prédiction au niveau de la search, à du calcul de prix, à de l'optimisation sous contrainte, en passant par de la modération de texte, de la modération de photos, etc. Donc vous pouvez vraiment couvrir un panel de sujets hyper large. Et ça fait que, vous vous ennuyez pas, vous avez des avenues pour grandir et continuer à découvrir des choses. Et en termes d'impact business, qui est quand même important, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, c'est chouette parce que vous pouvez parler avec plein de métiers différents, impacter votre entreprise de plein de manières différentes. Ok, trop bien. Et peut-être pour rendre ça encore plus concret, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui a eu beaucoup d'impact en data science chez Blablacar, ou même celui qui a eu le plus d'impact? Et en fil rouge, si tu pouvais nous illustrer le rôle d'un data scientist sur ce projet-là. Ouais. Alors, je vais vous parler de 2 choses. Un qui a bien marché, l'autre qui a moins bien marché. Il faut savoir aussi dire les choses qui ne marchent pas. Donc le premier qu'on a mis en prod là, il y a quelques temps, c'est modération de contenu. Donc sur Blablacar, vous avez du contenu qui est public. Les gens se laissent des ratings, ils mettent des commentaires sur leur trajet, ils ont une biographie dans l'application, etc. Et tout ça, comme c'est du contenu public et qu'on est une plateforme, il faut qu'on le modère, histoire de s'assurer que les gens restent polis, courtois et intéressants sur la plateforme. Donc c'est beaucoup de texte, et il va falloir qu'on s'assure que le texte correspond à certains critères. Donc là, le rôle du data scientist, il va de comment je détermine que le projet est faisable, c'est quoi les critères qu'on va vouloir remplir, comment je me mets d'accord avec les parties prenantes métiers pour savoir qu'est-ce qui a de la valeur, comment ils travaillent, etc. Donc il y a beaucoup de structuration de projet. Il va y avoir la partie plus technique de comment je vais aller chercher de la performance et m'assurer que les messages sont bien modérés. Il y a de la gestion de projet et il y a des data scientists qui là passent du temps avec les équipes métiers qui revoient manuellement les décisions de l'algo pour dire ça c'est ok, pas ok, il faut comprendre comment ils travaillent, de quels outils ils ont besoin, etc. Jusqu'à après du fine-tuning, de l'amélioration de l'algo, quelles features on va utiliser, etc., etc., comment on va déployer. Donc le rôle peut vraiment couvrir tous ces aspects-là. En fonction de la taille de la boîte, de la maturité, vous allez être focalisé sur une partie ou pas. Mais en tout cas, il y a tous ces aspects-là que je rentre dans le projet, dans le métier data scientist. Un projet qui a moins bien marché, à l'inverse, sur le pricing, on s'est beaucoup cassé les dents pour arriver à recommander des bons prix à nos utilisateurs, à nos conducteurs notamment. Et là-dedans, le rôle, pareil, était assez versatile. Il y avait plein de briques différentes. Tant qu'on s'est focalisé uniquement sur comment on arrive à prédire le prix qui va être, qu'on pense être le meilleur, on n'a jamais réussi à avoir d'impact parce qu'on a oublié que ça devait vivre dans un écosystème plus large et qu'on devait prendre des inputs du métier, savoir qu'est-ce qu'eux, ils avaient envie de pousser ou pas comme prix, qu'on avait besoin de comprendre comment le produit fonctionnait et comment la fonctionnalité s'intégrait bien là-dedans, etc. Donc ça, c'est 2 exemples assez différents. Un qui n'a pas très bien marché, qu'on commence à avoir des résultats plus intéressants maintenant, et un autre qui a bien marché dès le début. Et vous avez vraiment cette capacité de couvrir tout le scope du produit final. Et ça, c'est intéressant et ça ouvre pas mal de pistes de croissance aussi pour les gens. Ils ne sont pas obligés de rester sur comment j'améliore la performance de mon algo. Ok, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question qui, je pense, préoccupe pas mal de gens qui travaillent en data actuellement. On entend beaucoup dire que le rôle de data scientist, il va énormément changer avec les évolutions rapides de l'IA. Toi, t'en penses quoi ?
Je pense que c'est vrai, mais que c'est pas nouveau. Quand je vois ce qu'on faisait en IA et en ML il y a 5 ou 6 ans et ce qu'on fait maintenant, ça a déjà énormément changé. Ne serait-ce que on a beaucoup misé sur la partie MLOps et du coup le rôle des data scientists s'est complètement transformé je passe mon temps dans un Jupyter Notebook à non, j'ai un process de CI/CD, je déploie dans Cube et je gère de la performance de manière beaucoup plus automatisée. Avec la Gen AI, je pense que comment je positionne les gens au sein de Blablacar, c'est de leur dire en fait, la partie modèle va devenir très différente et vous allez probablement passer moins de temps là-dessus parce qu'il va y avoir plein de modèles disponibles sur étagère qui vont bien faire un travail correct. Vous allez devoir passer beaucoup plus de temps à savoir c'est quoi les cas d'usage qui créent de la valeur, comment ils s'intègrent dans un workflow de travail que vous allez vouloir optimiser, comment vous allez tester, mesurer la performance de ce que vous faites. Et il va falloir apprendre à le faire pour des cas d'usage qui sont souvent plus petits que ce qu'on résolvait avant. Et typiquement, la modération de contenu, c'est des millions d'items par semaine. Là, on peut parler de l'équipe Legal, ils ont besoin de revoir 10 contrats par mois. C'est pas les mêmes échelles. Il va quand même falloir pouvoir les aider, etc. Donc je pense qu'il y a ce changement-là qui fait que vous allez couvrir un scope qui est moins focalisé sur le modèle en lui-même et plus tout ce qui va autour pour pouvoir l'utiliser au mieux. Ok, merci beaucoup. On va peut-être rester sur la partie la plus technique de la data. Paul, si ça te va de prendre le micro. Avec plaisir. Donc, pour rappel, tu vas nous parler de la track Data Engineering. Donc, déjà, peut-être que tu peux commencer aussi par te présenter, nous parler un peu de ton parcours. Ouais. Avant de commencer, ça m'intéressait de savoir qui c'est la différence entre un analytics engineer, enfin qui fait une différence entre un analytics engineer et un data engineer ici? C'est une bonne question. Tout le monde. Et ça m'intéressait aussi de voir un peu la taille des boîtes dans laquelle vous êtes. Est-ce que dans vos équipes data, il y a 3 personnes ou moins? Levez la main. 5 personnes ou moins? 5, 10? Ouais. Plus de 10? D'accord, ça marche. Ok. Donc moi je suis Paul, je suis responsable de la data chez Nickel. Nickel, c'est une fintech. On ouvre des comptes courants dans les bureaux de tabac. Vous rentrez dans un bureau de tabac, vous ressortez avec une carte Mastercard et un Rebel en 5 minutes. Donc on a réussi à séduire 4 millions de clients en 10 ans. On est dans 5 pays européens et on a 11 000 points de vente. Moi je suis responsable de la data depuis 5 ans chez Nickel. On a une quarantaine. Et la grosse partie des forces de frappe, ce sont des data analysts qui sont embarqués dans les équipes métiers. Et nous, on a une équipe centrale qui cherche à donner le pouvoir à ces data analysts grâce à des outils et grâce à une animation qui fait que tout le monde travaille de la même façon. Donc ça fait 5 ans que je suis là et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place cette organisation finalement. Merci. Et est-ce que tu peux, pour prendre la suite de la question que tu as posée, est-ce que tu peux nous en dire plus de selon toi, la différence entre Analytics Engineer et Data Engineer pour ceux qui ne sont peut-être pas complètement clairs? En fait, depuis, selon moi, mais je vous invite à avoir des définitions différentes, on parlait de Data Engineer à l'époque où en fait on faisait du Big Data à la Hadoop ou à la Spark et on avait des personnes qui avaient des capacités à faire des pipelines de transformation de données, d'ingestion de données et de transformation de données, ou même des ETL à la Talon ou autre. Et depuis une dizaine d'années, on a des Data Warehouse Cloud dans lesquels on fait toutes les transformations dans SQL. Depuis 4-5 ans, on parlait de Modern Data Stack, où on a des outils qui permettent de faire des ingestions de données depuis les sources. On copie les données dans le Data Warehouse depuis les sources sans aucune transformation. Et après coup, on fait des transformations en SQL. Donc vous voyez que rien que ça fait une différence. Parce qu'on avait avant des gens qui étaient très techniques, qui faisaient toute l'ingestion et les transformations. Et maintenant, on se retrouve à avoir des outils qui vont permettre de faire les ingestions. Et parfois, on n'a pas d'outils, on va devoir faire un peu de travail. Et après, on va avoir des outils qui vont permettre de faire des transformations, mais en SQL uniquement. Donc pour moi, c'est ça un peu la différence entre l'Analytics Engineer et le Data Engineer. C'est dû à cette transformation des outils qu'on a. L'Analytics Engineer va être la personne qui va faire des transformations en SQL, qui va faire des pipelines de transformation depuis le moment où les données sont dans le Data Warehouse. Et le Data Engineer, il va faire toute la sauce, lui. Donc, il va fournir des outils pour que les gens puissent travailler. Ok, merci, je pense que c'est plus clair. Et donc, une question que j'avais, c'est
Je pense qu'on voit assez bien comment on devient data analyst ou comment on devient data scientist. Il y a des formations qui existent pour ça. J'ai l'impression que c'est moins fréquent, des formations pour devenir analytics engineering / data engineer. Comment on devient quelqu'un qui est data engineer ou analytics engineer, ou comment on se reconvertit pour des personnes qui voudraient prendre cette voie-là? Chez nous, les analytics engineers sont des anciens data analysts. Donc, c'est des gens qui savent faire du SQL et qui ont envie de prendre un rôle plus important dans la réflexion sur la structuration des données ou sur la façon dont on gère les bonnes pratiques chez nous, qui ont envie d'avoir plus une réflexion d'architecture, quoi. Et les data eng chez nous sont des anciens software engineers. Alors, les data eng, nous on a différents rôles, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en fait nous on a 3 rôles différents en fait, de data eng. Sur nos 40 et quelques personnes, on a un seul data eng qui va fournir des outils aux data analysts pour qu'ils soient capables de collecter les données, les transformer, les exposer, les exporter et les mettre dans un catalogue, les analyser. Donc ce gars-là, il va créer ces outils-là. C'est typiquement mettre en place DBT, ou c'est typiquement mettre en place une interface web qui permet à un data analyst, s'il veut rajouter une table SQL Server dans notre data warehouse, il sélectionne une table. Donc il a créé une UI là-dessus. Et en plus, ce gars-là, il va faire des jobs custom d'ingestion de données sur des connecteurs un peu obscurs ou d'export de données. Donc, on a un gars comme ça, un data engineer qui fait ça. On a 2 software engineers, on les appelle les data développeurs, nous. Eux, ils vont créer des applications web à destination des data analysts pour que les data analysts puissent mettre en prod des algos en sachant faire que du SQL. Donc, les data analysts, chez nous, ils vont mettre en prod des algos de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent, d'envoi de notifications ciblées, de personnalisation de contenu dans l'application mobile. Ils vont faire des exports de données réglementaires. Nous, donc on a 2 software engineers qui ont créé ces apps. Ils ont créé des moteurs de calcul configurables en SQL, que ce soit du batch ou du temps réel, pour donner le pouvoir aux data analystes de travailler. Et on a le 3e rôle qu'on a dans la partie data 1, c'est le data platform engineer. Lui, il va être responsable de toute la plateforme GCP. Donc il va se focus notamment pas mal sur la partie sécu. Et typiquement, on a un sujet là en ce moment, c'est qu'on externalise les clés de chiffrement de BigQuery pour les mettre dans notre infra on-premise. Voilà. C'est lui qui réfléchit à ce genre de truc. Et donc, il va travailler plus sur vraiment la plateforme et l'infra en elle-même. Il va aussi contribuer sur les parties des apps qui vont être faites par les développeurs, mais plus sur la partie vraiment back-end et infra. Ouais. Ok. Donc effectivement, donc en fait, ces 3 gars-là, donc les analytics engineers sont d'anciens data analysts, et les 3 rôles dont je viens de parler, ce sont des anciens software engineers. Ok. Hyper clair. Et donc, c'est des rôles qui sont quand même relativement techniques sur le spectre de la technicité. Toi, quelles sont les évolutions possibles pour ces profils-là? Est-ce que tu penses que c'est plutôt des tracks qui ont tendance à être des tracks experts ou individuels contributeurs? Est-ce qu'il y a d'autres voies envisageables? Je ne sais pas si tu as vu des évolutions de carrière dont tu peux nous parler, ou si tu as... Je dirais, il y a plusieurs trucs. Déjà, on a des experts en fait, qui ont envie d'être experts. Et effectivement, c'est leur rôle, ils évoluent comme ça. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'ailleurs d'évoluer, ils sont bien là où ils sont. Et puis il y en a, en fait, plus comme moi je me considère comme un gros techos. Et donc, finalement, j'ai évolué en tant que Head of Data, et donc c'est possible. Ok. Donc tout est possible. Parfait. On sait ce qu'on retiendra de ces 15 minutes. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, ou sinon on parle de Data for Business. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Virginie, je te donne la parole. Même question, si tu peux un peu nous présenter qui tu es, ton parcours. On est preneur. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 20 ans d'expérience dans la tech et la data. Moi aussi, je suis une grosse techos. Je suis dans la track Data for Business, mais on va sans doute comprendre pourquoi à la fin. J'ai commencé dans des grands groupes, évidemment, il y a 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de start-up, donc Toyota, PSA, même RATP, je ne sais pas pourquoi, mais mobilité, en tant que software engineer, et puis DBA, qui est l'ancêtre du data engineer, du data architecte, du data analyst. Choisissez ce que vous voulez. Et j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, software engineer et DBA. Il se trouve que j'ai suivi 2 parcours universitaires, enfin 2 cursus plutôt quand j'étais étudiante. Une première, une école en informatique, et ensuite un master en NLP, mais d'il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, ça ne sert à rien. On ne parle pas d'équipe data, il n'y a pas de data
data scientist, big data n'existe pas. Et donc, la première chose que je fais, c'est un stage au CNRS. La recherche, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est créer des choses qui vont dans le monde. Je veux créer des produits, des choses concrètes. Et donc, c'est comme ça que je rejoins plutôt Toyota, PSA, etc., pour vraiment créer des applications web. À l'époque, hein, c'était du site web. Et puis ensuite, du mobile. Et puis, voilà. J'ai toujours été passionnée par la data et la BI. Au début, c'était surtout ça. Donc, dans quasiment tous mes jobs de software engineer, on m'a proposé de prendre la BI, puisque ça n'intéressait personne. Et je trouvais ça, moi, fascinant d'arriver à comprendre et à piloter une société par le biais des chiffres. Je trouvais ça très carré, très pragmatique. Et ça me permettait d'avoir une vision plus globale sur ce qu'on faisait, pourquoi on regardait quel driver pour la société, etc. Et ça me permettait aussi d'être très curieuse et d'aller voir un petit peu tous les départements de la société. Je suis une grosse techos avec un petit département sociable assez élevé. Ça a duré une dizaine d'années, une contributrice individuelle, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, j'ai eu l'occasion de créer une première start-up il y a un peu plus de 10 ans. Je n'avais pas une envie moi-même d'entreprendre. Par contre, le défi technologique m'intéressait. J'avais fait de la tech, de la data, plutôt de la BI. J'avais mon diplôme en NLP qui ne me servait à rien et je me disais ce serait quand même cool que je retourne un petit peu dans le machine learning, des trucs comme ça. Et c'était un produit qui me permettait cette fois-ci de faire de la computer vision. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Évidemment, la start-up n'a pas fonctionné. Hein. C'est le cas de 95% des start-up, n'est-ce pas? Des premières, je précise, puisque j'en crée une deuxième aujourd'hui. Donc... Et par la suite, c'est là que j'ai switché vers les postes de leadership, plutôt en BI d'abord, puis en data, puisque c'est comme ça que l'évolution s'est faite. Il s'est trouvé que tout à coup, ça a été le boom de la data, le mot big data est arrivé, les data scientists, tout le monde voulait des data scientists, personne ne voulait des data engineers, comme quoi il y a une question de tendance, hein, faites attention avec ça. Et comme j'arrivais avec déjà un bagage finalement assez étrange de tech et data depuis 10 ans, et que j'étais une femme, du coup, j'ai eu l'occasion de rejoindre des startups. C'est là que j'ai switché des grosses corporate companies vers les startups. Donc, Head of BI chez BetClick, Head of Data chez Miro, puis VP Data chez JellySmack. Donc la plus marquante sans doute de ces dernières années, c'est JellySmack, où on a eu un scale important, très important, massif. Donc JellySmack, ça fait tous les outils qui permettent aux créateurs de contenu, aux youtubeurs, instagrammeurs, etc., de se déployer partout sur tous les réseaux sociaux en même temps à partir d'une seule vidéo. Donc les clients de JellySmack, c'est MrBeast par exemple ou PewDiePie pour ceux qui connaissent bien les youtubeurs. Donc beaucoup d'outils basés sur la data et l'IA. Il n'y a que ça, on ne fait que ça chez JellySmack. J'ai passé près de 3 ans là-bas. On a grossi, on a fait une grosse levée de fonds. On a grossi de 1000 personnes en 1 an au niveau de la société. Et donc moi qui étais partie avec un département data, une équipe data, on ne peut pas parler de département, de 12 personnes, plutôt sur de la data analyse et des analytics, on a grossi de 100 personnes en 1 an. Donc je suis arrivée à un département de 120 personnes, où tout à coup j'ai eu la tech et la data. Il fallait l'acquisition de la donnée, les côtés software engineer, data engineer, l'architecture de données, les cloud ops, mais aussi des data analyst, des data scientists, la data gouvernance, la data quality et du produit, des product managers. Ça c'est pareil, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et du coup, on s'est dit, c'est quand même important d'avoir cette approche approche produit sur la data. Et avec un scale de cette magnitude, on est très vite allé sur aussi les concepts comme le data mesh, dont je sais que Blablacar aussi s'est engouffré dans ce beau bourbier. Et l'aventure de JellySmack s'est arrêtée pour moi il y a 1 an et demi, et j'ai effectivement créé ma société depuis, qui est MyPhoenix, et dont je parlerai peut-être un peu plus tard, et je suis la cofondatrice et évidemment CTPO. Je rajoute le côté P dedans, et je fais un petit teaser, on en parlera au Forward Data conférence sur... voilà. Je vous en dis pas plus sur la partie P. Trop bien. Et donc, tu disais que tu avais plus de 20 ans d'expérience en data. Ouch. Et donc, on peut se poser la question, selon toi, c'est quoi les bonnes questions à se poser à chaque virage un peu de carrière en data ? Ouais, alors dans la tech comme dans la data, c'est compliqué parce que ça va très vite, ça change beaucoup, et donc les questions à se poser peuvent être aussi un petit peu différentes.
Après, ça dépend beaucoup des profils. Moi, je me suis jamais vraiment posé de questions. Je suis ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est un conseil que tout le monde devrait appliquer quand on a le luxe de pouvoir se l'appliquer, bien sûr, dans le domaine professionnel. Quand on aime ce qu'on fait, on a quand même l'impression de moins travailler. On y va avec le sourire. C'est quand même plutôt cool. Donc, suivons nos passions. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai fait dans ma carrière. J'aimais beaucoup construire, coder, etc. À un moment donné, j'aimais beaucoup la data, les chiffres, et j'ai switché et je navigue un petit peu. Aujourd'hui, je me crée mon job de rêve. Donc, je pense que voilà, c'est mon fil conducteur. Ensuite, les questions de façon un peu plus pragmatique à se poser à chaque étape de sa carrière, c'est regarder ses compétences, mais avec honnêteté, en fait, ses envies et ses compétences. Il y a une notion en France, la voie royale, c'est quand même le management. Souvent, j'ai eu beaucoup de collaborateurs qui m'ont dit moi, maintenant, je veux être manager, qui étaient data scientist ou data engineer. Faut vraiment se poser la question de pourquoi. Pourquoi on a envie de faire ça? Est-ce que c'est une question de prestige? Est-ce que c'est une question de statut social? Est-ce que vraiment vous avez envie de manager? Il faut vraiment se poser la question. Est-ce que c'est une question de salaire qui est tout à fait légitime? Et sur cette notion de management, c'est hyper important parce que c'est pas du tout le même métier et on peut faire de bien piètres managers. Et donc ça a beaucoup de conséquences sur la vie de la boîte et la vie des équipes, évidemment. Sur la partie plus technique, et là je pense que c'est là qu'il faut avoir des tracks, faut cibler finalement des boîtes qui nous permettent d'évoluer vers ce qu'on a envie de faire. Si on veut devenir un expert ou qu'on est bien à sa place, faut aussi trouver des boîtes qui permettent de ne pas avoir cette pression de monter, entre guillemets, ou bien de continuer à être un expert technique dans son domaine, tout en étant aussi valorisé que si on était manager. Il y en a peu, il y en a moins des boîtes dans ce cadre-là, mais ça se fait de plus en plus dans les startups. Chez JSMAC, on avait des multiples tracks pour être sûr que tout le monde était valorisé. Et ça, c'est vraiment... faut pas y aller par défaut ou par dépit, parce que la société dit qu'il faut aller vers le management. Si on veut plutôt se positionner... cross, parce qu'il y a beaucoup effectivement de métiers dans la data. Alors si on est data scientist et qu'on veut devenir data engineer, ou qu'on est data analyst et qu'on veut devenir data scientist ou des choses comme ça, moi je pense que pareil, tout est possible. On peut vraiment tout faire. Il y a plein de formations, il y a plein de choses en ligne, il y a plein d'écoles. Aujourd'hui c'est vraiment accessible et facile. Il faut beaucoup bosser. Moi je pense qu'il y a une grosse différence entre... au sein de la data, il y a un spectre, et je pense qu'à un bout du spectre, il y a la tech, et à un autre bout du spectre, il y a la science. Parfois, on a des data scientists qui sont appelés comme ça, dans une boîte, qui vont être soit très tech, soit très scientifiques. Dans d'autres boîtes, ça va être complètement l'inverse. Il faut faire attention à ça. Quand on veut se former, il faut se demander, je suis où sur ce spectre, et où est-ce que je veux aller, et peut-être viser dans ces conditions-là... Qu'est-ce que ça veut dire, quoi. On parle de... Moi, je pense que être data scientist ou être data analyst, parfois aussi, c'est faire beaucoup de statistiques, ou en tout cas avoir compris les statistiques. Et donc, du coup, pour moi, c'est important que les gens qui postulent, en tout cas chez JSMAC, c'était ça, qui postulent à ces postes-là, sachent plus que faire de la technique comme du SQL, mais aussi comprennent que si leur dataset n'est pas représentatif, si leur échantillon est trop faible, etc., ça ne peut pas donner quelque chose de significatif. C'est une petite digression que je fais, mais en tous les cas, tous les ponts, à mon avis, sont complètement possibles tant que vous êtes drivé toujours par la passion ou quelque chose qui vous plaît, quoi. Trop bien. Alors, tu nous as dit que tu étais une techos, tu l'es toujours un peu, parce que tu as appelé ton chien Ubuntu l'année dernière. Ça, elle ne vous l'a pas dit, mais quand même, c'est un signe qui ne trompe pas. Mais tu as quand même évolué de rôles très techniques vers des rôles beaucoup plus stratégiques, de leadership, par exemple celui que tu as eu en dernier avant de monter ta boîte chez JSMAC. Pour des personnes qui voudraient évoluer dans cette direction, et comme tu l'as dit, comme Emmanuel et Paul vous l'avez dit aussi, c'est un choix, pas un choix par défaut, un choix qui est une possibilité. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, qu'est-ce que tu conseilles en termes de choix de carrière? Qu'est-ce que tu conseilles aussi peut-être en termes de quel type de personne ou quel type de personnalité ça convient? Enfin, on est intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. Ouais, moi j'ai un parcours contrarié parce que il y a 20 ans, quand j'ai commencé en tant que software engineer, tous les software engineers autour de moi, les développeurs, ils avaient à peu près mon âge ou peut-être 5 ou 8 ans de plus. Il y avait un développeur dans une de mes boîtes qui avait, je ne sais plus, 35 ou 40 ans.
près de 40 ans je crois, et il était vraiment considéré comme le loser. Il avait raté sa vie parce qu'il était encore développeur à cet âge-là. On avait donc tous compris à cette époque-là qu'il fallait qu'on devienne chef de projet. À l'époque, on parlait de ça, chef de projet. Et donc, évidemment, moi aussi, j'ai compris que, en fait, ce que j'adorais, le métier pour lequel je m'étais formée et que j'adorais faire au quotidien, j'allais devoir le laisser tomber pour devenir manager. Heureusement, j'aime bien ça. Mais je pense que de ma génération, il y en a eu beaucoup qui sont devenus managers et qui n'auraient pas dû. Et donc, c'est finalement, moi, plutôt par défaut, que j'ai pris ce parcours-là de management. Après, j'aimais beaucoup aussi, je vous l'ai dit un peu en préambule, j'aimais bien la BI parce que j'étais curieuse, j'aimais bien comprendre les coulisses d'une société, un petit peu comment ça fonctionnait, avoir un impact sur la vision, la stratégie, etc. Et donc, par la suite, au-delà du management humain, du management d'équipe, il y a eu le leadership, on va dire, qui contient finalement aussi la partie, justement, stratégie d'entreprise. Comment on fait pour que notre département apporte à la société. Et pour ça, pour répondre un peu à la question, je pense que le profil pour s'orienter vers un poste plutôt stratégique, c'est la curiosité, essayer de comprendre, rien à faire finalement de la tech et de la data là pour le coup, mais vraiment de comprendre qu'est-ce qu'elle fait la société dans la vie, pourquoi ça fonctionne, c'est quoi les drivers de revenus, comment ça se fait qu'elle croît, etc. À partir de ça, il faut se demander voilà pourquoi, quels sont les concurrents, comment est le marché, est-ce qu'on est dans une bulle, etc. On peut se poser beaucoup de questions. Une fois qu'on a eu cette curiosité et qu'on peut comprendre tout ça, eh ben on arrive à se dire, eh bien moi, je suis spécialisée dans ce domaine, tech, data, produit, comment je peux faire en sorte que ma société soit encore plus compétitive, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que c'est ça qu'il faut poursuivre quand on veut faire une carrière plutôt tech, mais dans la stratégie, on va dire ça comme ça. C'est vraiment d'aller plus loin que de comprendre juste son département, mais vraiment comprendre et s'intégrer dans la réussite de son entreprise. Ok. Et donc, tu nous as dit que tu avais monté ta boîte cette année qui s'appelle MyPhoenix. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous en dire plus sur ton projet ? Oui, alors ça s'appelle MyPhoenix avec un F, et mon chien s'appelle Ubuntu en effet. MyPhoenix est une application d'éducation financière et d'investissement à destination des femmes spécifiquement. Les femmes investissent 2 fois moins que les hommes. Il y a un problème de toute façon général d'éducation financière en France, c'est pas dans notre culture. Ça touche particulièrement les femmes parce que ça fait que depuis 1965 qu'elles ont l'autorisation d'avoir un carnet de chèques par exemple ou un compte bancaire, et que depuis des décennies on a quand même ce discours qui est que c'est quelque chose d'assez technique, d'assez risqué, donc c'est plutôt réservé aux hommes. Et le problème, c'est que ça a une conséquence grave, c'est que il y a des tristes chiffres qui indiquent que beaucoup de femmes finissent sous un seuil de pauvreté absolument incroyable à la retraite, après une séparation, après un divorce, après le décès du compagnon. Les femmes, généralement, investissent finalement, mettent de l'argent, c'est pas de l'investissement, en fait, elles mettent de l'argent dans le foyer, dans les enfants, au quotidien, tandis que généralement, c'est plutôt les maris, les pères, les frères qui vont investir dans l'appartement, la maison, les actions, et donc finalement se générer une autonomie financière. Donc ça a des conséquences assez graves, et donc on s'est dit, là, il se trouve que ces dernières années, il y a une prise de conscience sur c'est quand même assez intéressant de faire attention à son argent, de comprendre comment on peut gérer son budget et comment on peut le faire fructifier. Et il y a des applications qui sont sorties, qui sont assez bien faites. Évidemment, ces applications sont plutôt faites pour les hommes, puisque c'est le gros du marché. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on s'adresse aux femmes. On s'est dit, si on ne s'adresse pas aux femmes, elles ne viendront pas. Et donc, du coup, on a décidé de créer cette application pour les femmes. Trop bien, merci Virginie. Très cool comme projet. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça me parle pas mal. Et donc, peut-être pour rebondir là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire comment ton expérience en data t'a été utile ou t'es utile actuellement dans ce début d'aventure de ta deuxième startup du coup? Oui, je pense que c'est toute mon expérience qui est utile, mais parce que, contrairement à Emmanuel, moi j'ai démissionné, j'ai changé de boîte tous les 2 ou 3 ans dans ma vie.
J'aime bien les nouveautés, mais bon, je pense que Blablacar doit être cool, hein, et c'est pour ça que tu es là depuis 10 ans. Mais du coup, j'ai vu énormément de boîtes, je pense une douzaine ou une quinzaine, je sais plus, faudrait que je regarde mon LinkedIn, et de toute taille et de tous horizons. Je suis jamais restée dans le même secteur, et finalement, voilà, que ce soit tech, data ou produit, j'ai été directrice de produit à un moment donné aussi, tu vois, dans ma carrière. C'est plutôt ces expériences-là qui font que aujourd'hui, ça m'aide. J'ai l'impression de prendre les 20 ans et de les mettre dans cette société. J'arrive à comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, les drivers de revenus, les interactions avec les stakeholders, les investisseurs, les levées de fonds, des choses un petit peu plus administratives et boring, mais qu'il faut bien faire. Et puis, plus spécifiquement sur le management d'équipe, que ce soit tech ou data d'ailleurs, avec mes deux associés, on en parle beaucoup, ils sont un peu plus jeunes que moi, donc on échange beaucoup sur ces aspects-là, sur les career paths qu'on va vouloir mettre en place, sur la façon qu'on aura de vouloir embarquer nos collaborateurs aussi, non seulement les recruter, hein, mais les garder aussi. Et puis bien sûr sur l'aspect tech et data, donc voilà, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis restée hands-on, je suis vraiment une grosse techos, c'est-à-dire que même sur tout mon parcours, même quand je suis arrivée à des postes de leadership, tout de suite, j'ai été frustrée. Je ne vais pas vous cacher. Le premier job de management que j'ai eu, j'ai dépéri, quoi. Les 2 premiers mois, j'étais déprimée. Parce que je ne codais plus. Je ne faisais plus ce que j'aimais faire. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de continuer à faire ça. Parce que j'aime aussi le management et le reste. Hein, mais c'est vrai que construire des produits, ça m'anime beaucoup. Et donc, je faisais ça les soirs et les week-ends. Et finalement, rétrospectivement, je me dis que j'ai bien fait. Puisque, en fait, il faut toujours rester en veille et constamment se former, hein, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je pourrais créer ma société, mais je pourrais pas être doueur, en fait. Je serais obligée, là, d'embaucher des gens pour faire l'application, ce qui me paraîtrait complètement fou. Donc là, ça me permet de créer l'application. J'ai évidemment déjà mis en place toute la stack d'analytics pour suivre tout ce que vous faites dedans, pour bien comprendre là où il y a les points de friction dans l'application, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées, celles qui ne sont pas du tout utilisées. Il y a des fonctionnalités qui arrivent aussi en IA, en machine learning, donc ça me permet tout mon parcours finalement, et c'est pour ça que c'est cool d'être entrepreneur pour moi aujourd'hui, c'est que c'est mon job que je me crée à la carte où je peux tout faire. Et c'est merveilleux. Trop bien, merci beaucoup Virginie. On peut déjà télécharger ton application ou pas encore? Tout à fait. N'hésitez pas à télécharger MyPhoenix et Joko aussi. Vous pouvez télécharger les deux d'un coup. Les deux ont l'air super. Merci beaucoup. Eh bien, on peut passer à toi, Victor, si ça te va, et parler de parcours freelance. Super. Ça marche, le micro, c'est bon. C'est ça? Eh bien oui, parfait. Si tu veux nous présenter un peu ton parcours, nous dire où t'en es. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup déjà pour l'accueil. Donc moi, c'est Victor, j'ai 31 ans. J'ai été diplômé en 2017 d'une école d'ingé. Quand je suis sorti, je ne savais pas trop quoi faire, pas trop CDI qui me tentait, donc j'ai démarré directement en freelance. Donc voilà, ça va faire. J'ai passé quelques années, ça fait 10 ans que je suis dans la data, j'ai commencé directement là-dedans. Petite boîte, grande boîte, j'ai commencé en freelance pour Capgemini, pour Célio, pour des petites startups. J'ai vu différentes choses. Au début, de toute façon, on fait ce qu'on nous donne et puis on demande. Voilà, on n'est pas très exigeant. Ensuite, on arrive un peu au stade où voilà, on a passé le cap. Quand on est freelance, on est d'abord auto-entrepreneur et on a un cap de 70 000 €. Donc voilà, on le passe une fois, 2 fois, on se dit ok, c'est quoi la suite? Donc là, on se pose des questions. Moi, j'ai eu plusieurs réflexions là-dessus. Il y avait des clients avec qui je commençais à avoir une certaine fidélité. Et donc voilà, j'ai testé un peu un modèle d'agence avec quelques potes, dont Baudouin qui est ici. Finalement, on a changé. Je pense que être freelance versus monter une agence, c'est vraiment des métiers très différents. Voilà, on en parlera un peu dans les évolutions. Je pense que c'est hyper intéressant de voir les différents plans. Et je suis resté sur un modèle de freelance. Et en fait, ce que j'ai remarqué, ce qui m'est arrivé un peu de façon assez organique, c'est des clients qui me disent tiens, tu connais pas une personne qui fait ça, une personne qui fait ça. Et donc assez vite, en fait, on a des freelances qu'on a placés. Donc j'ai lancé un collectif. Alors le mot collectif, on en parlera, c'est du marketing, c'est assez cool. Bon, j'ai mon avis là-dessus, mais voilà. Moi aujourd'hui, je place des freelances, je peux me considérer comme chasseur de tête indépendant. On a François et Thomas juste là, qui font partie d'ailleurs de Toltec, qui travaillent avec des clients. Et donc voilà, on a 12 personnes qui bossent via le collectif. Donc moi j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de freelances dans les 2 dernières années. Ça me prend 60% de mon temps et l'autre 40%, je continue de faire des projets. Donc j'ai bossé avec Amorino cette année, par exemple, ceux qui font des glaces.
Et là, je démarre un projet avec une boîte qui fait de la généalogie. Donc voilà, donc setup d'une stack Azure, truc classique. Je pense que moi j'aime bien la tech, donc je suis content de rester dedans. Et aussi, je pense que je donne des meilleurs conseils quand je continue de faire de la tech, donc c'est pas mal. Ok, bon, des clients très variés. Moi, j'ai tendance à mettre un peu dans un même chapeau les parcours freelance. Est-ce que tu dirais que les parcours freelance se ressemblent entre eux, ou ont des grosses différences, et si oui, lesquelles? Ouais, donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vivent leur freelancing très différemment. Alors déjà, je parle du freelance data, parce que ceux qui sont de freelance des métiers artistiques, c'est encore rien à voir. Mais on n'est pas là pour ça. Donc les freelance data, je pense qu'il y a différentes motivations déjà pour aller vers là. Et ensuite, différentes façons de le vivre. Donc je pense que c'est différents types de projets. J'en citer trois exemples. Aujourd'hui, il y a une grande tendance qui est que les grands groupes bossent beaucoup avec des freelances. Je donne l'exemple d'une boîte comme Pernod Ricard qui ont vraiment pris ce process et qui ont pris ce mode de travail en se disant en fait, nous on se rend compte qu'il y a des gens très forts qui sont passés en freelance. C'est une tendance dont on doit bénéficier. Et donc ils ont un pôle data classique, Data Factory dans les grands groupes. Il y en a chez tous les grands groupes du CAC 40. Et ils ont du coup des projets avec des internes qui pilotent et des freelances en tant qu'au poste opérationnel. Donc là, les freelances qui sont sur ces projets-là, ils arrivent, ils vont travailler pour 1 an et demi, 2 ans sur un projet avec un même client. Donc eux, en fait, leur préoccupation, c'est est-ce que le TJM qu'on me donne, le taux journalier moyen, c'est ce que je touche à la fin de la journée, est-ce que mon TJM me va, est-ce que je suis content, est-ce qu'il n'y a pas de risque que mon projet s'arrête? Et dans ces cas-là, si tout roule, je peux passer 2 ans comme ça. Et voilà, ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est un peu ce qu'était le freelancing au début, c'est un peu une sorte de trouver une ressource de façon temporaire pour faire accélérer un projet, amener une compétence que je n'ai pas encore. Je pense par exemple, j'ai discuté avec Scalo récemment, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont réussi à trouver leur CDI rapidement. Ils me disaient, en fait, on a notre head of data qui part et on a peut-être un trou de 3-4 mois. Est-ce que tu pourrais venir filer un coup de main juste pour s'assurer qu'il y ait une passation? Donc là, voilà, ça c'est encore un mode différent. Ces personnes-là, ils vont se dire, ok, sur mon année, je veux vendre tant de jours, un peu à tel prix, il faut que je trouve 3-4 missions, j'ai mes clients, du coup, mes prospects. Eux ont une réflexion assez différente. Et enfin, le troisième fait un peu le freelance entrepreneur, je pense, souvent lui qui a plus d'expérience. C'est une personne qui peut avoir vendu en fait déjà quelques missions, quelques projets, et qui se dit, sur ma TJM, je veux en sortir, je veux plus juste vendre mon temps. Et donc lui va réfléchir, ok, comment je productise, comment est-ce que je distribue, comment je fais du marketing sur LinkedIn, comment j'ai un funnel de conversion. Donc c'est vraiment des formats très différents, et chacun a ses avantages et ses défauts. Et voilà, 3 façons de vivre très différentes et des parcours différents. Ok. Et donc, quand on avait discuté, tu m'avais dit que si tu devais classifier les tâches les principales tâches sur lesquelles tu passes du temps, il y avait le démarchage, des parties administratives et délivrer sur les projets. Et donc, comment tu t'organises et comment on organise son temps avec toutes ces tâches différentes? Ouais, alors, si je reprends du coup les typologies juste avant, en fait, c'est vraiment c'est 3 façons de travailler différentes et du coup 3 organisations différentes. En fait, quand on se lance en freelance, on a l'auto-entreprise. C'est vraiment 3 clics, ça va hyper vite. Il y a vraiment une incitation là-dessus aussi pour que des gens se lancent sur ces métiers-là. Et en fait, on peut démarrer. En fait, en 2 semaines, une boîte est montée, on trouve une mission et c'est parti. Et là, du coup, on a juste une déclaration à faire tous les 3 mois. Et en fait, l'admin, si on est sur un format où on a trouvé un grand compte chez qui on bosse pendant 2 ans, en fait, je bosse au quotidien, je fais une déclaration tous les 3 mois. À la fin de l'année, je check que les chiffres collent quand je fais mes impôts. Et puis on est bon. On n'a pas de marketing à faire parce qu'on est en mission de toute façon. L'autre sujet, c'est que quand on est sur le format où on va vendre des missions de 3-4 mois, plutôt répondre à des besoins temporaires, là, on va avoir des soucis du marketing. Je m'assure que j'ai un profil LinkedIn qui est bien, je suis sur les plateformes, Malte, Comet, je réponds à des coups de fil. Ok, donc là, je suis dispo en janvier, donc à partir de novembre, je me dis, je vais commencer à appeler les copains pour dire salut, en janvier, je suis dispo, si vous entendez des trucs, on s'appelle. Donc là, on a déjà un peu une prévision, mais ça reste assez léger. Et ensuite, il y a, et ça, le sujet admin, quand on est encore aux entreprises, ça reste assez simple. Et ensuite, on a du coup le format où vraiment on est freelance entrepreneur, où là, on a le sujet marketing qui devient vraiment prépondérant. Et voilà, c'est là où on peut en avoir beaucoup sur LinkedIn, des gens qui vendent des formations comme ça. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant, hyper instructif. On a peut-être moins cette fibre en tant que freelance data, mais je pense que c'est hyper intéressant. Et côté admin, il y a vraiment un peu cette barrière quand on se lance en freelance pendant 2 ans, enfin 2-3 ans, quand on est auto-entrepreneur. Et ensuite, ce que je dis aux gens, c'est lance-toi, et puis limite dans 2 ans ou 3 ans, quand tu auras passé les seuils et que tu vas devoir réfléchir à est-ce que je monte une SAS, est-ce que je prends un comptable, est-ce que je rentre là-dedans.
là, effectivement, ça peut être autre chose. Et en tout cas, pour se lancer, c'est que c'est assez facile, mais on arrive assez vite à des questions où, effectivement, on a un peu une lourdeur administrative. Quand on veut faire un emprunt, quand on veut louer un appart, en fait, on va se retrouver à avoir des contraintes. Donc là, il y a aussi tout un écosystème qui se met en place autour du freelancing. Plein de boîtes qui ont vu qu'il y avait du monde qui se lançait dedans. Et du coup, on va pouvoir avoir une boîte qui va faire de l'assurance pro, une boîte qui va faire sa garantie pour son appart, une boîte qui va aider à faire le dossier pour pouvoir emprunter pour acheter. Donc voilà, à la fin, on gère un petit écosystème, effectivement, avec différents services. Et on a un peu un chef d'entreprise avec un qui met pour la compta, un qui met pour ci, un qui met pour ça. Et ça peut devenir effectivement assez prenant. Ouais, j'imagine. Ok. Et donc, tu nous as dit que tu avais parlé avec... tu as côtoyé beaucoup de personnes qui sont en freelance ces dernières années. Donc, j'imagine que tu as vu des gens aussi évoluer dans leur parcours de freelance. Quelles sont les suites possibles après un temps passé en freelance, en data? Ouais, alors sur ça, moi j'aime beaucoup en fait ce que disait Virginie sur le fait que quand on est dans une boîte, souvent on a un peu une culture de quand tu progresses, tu deviens un manager. Je pense qu'il y a une culture alors qui commence à se mettre en place en France, mais qui est déjà très présente aux US, de contributeurs individuels et de reconnaître en fait ces personnes-là. En fait, quand on est en freelance, en fait, alors le mot freelance, il donne un peu un côté à la cool, jeune. En fait, on est consultant indépendant. On peut rester consultant indépendant très longtemps et vendre une expertise juste qui progresse et rester avec ses clients sur ce sujet-là. Je pense que c'est un parcours qui est hyper intéressant et ensuite, voilà, effectivement, on va peut-être pas rester avec un client, mais avoir peut-être 2-3 clients pour voir différents sujets. Moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Ensuite, moi, j'en ai parlé juste avant, on avait tenté de faire une agence, je pense que c'est des métiers très différents. Mais il y a plein de gens qui s'en sortent très bien et on a Baudouin justement qui est l'exemple d'avoir démarré l'agence et qui bosse déjà avec des super clients. Et ensuite, il y a des freelances juste qui repartent en CDI. Donc moi, j'ai déjà 2-3 potes qui, pour des raisons diverses, repartent en CDI. C'est assez rare que ce soit pour l'amour du job qu'ils ont trouvé. Parfois, c'est effectivement des sujets de je veux acheter mon appart. Là, j'ai un freelance du collectif qui m'a dit il y a 3 jours, en fait, on veut acheter, là, c'est l'enfer, donc je retrouve un CDI pour janvier, et voilà. Un autre qui m'a dit, en fait, là, c'est un peu compliqué, je vais avoir un enfant, du coup, à la rentrée, lors de la rentrée qui vient de passer. Donc, je vais plutôt partir sur un CDI pour être un peu plus sécure sur mes bases et pas avoir de risque de prospection ou quoi. Donc, voilà, les priorités influencent aussi, mais voilà, le CDI reste aussi une porte très bien. Et il y en a pas mal qui vont là-dedans aussi. Ok. Et donc, tu as parlé rapidement des collectifs, tu nous as dit que tu avais une opinion là-dessus. On est intéressé de l'avoir. Et plus généralement, je crois que le monde du freelance, c'est aussi quelque chose qui évolue pas mal en ce moment. C'est quoi un peu ton avis là-dessus et ton opinion sur comment ça va évoluer dans les années à venir? Ouais, alors, c'est marrant. Donc, Toltec, du coup, qui est le nom du collectif que j'ai monté. Je le brande comme collectif et c'est le nom que je donne. Peut-être, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un collectif? Ouais, alors justement, c'est un peu compliqué. En fait, le collectif, je pense que le format le plus simple, c'est un groupe d'indépendants qui se met ensemble pour pouvoir prendre des projets plus gros, se faire une image commune, faire du marketing plus efficace. Et ça, voilà, c'est un nom collectif qui est pas mal venu des 2-3 dernières années. Je pense qu'il y a une boîte comme Collective.work, vous avez peut-être entendu parler, qui a pas mal œuvré pour ça. Ils ont très bon en marketing et ils ont pas mal poussé ce nom. Aujourd'hui, moi par exemple, donc on a un collectif et je définis comme les gens qui appartiennent au collectif, ceux qui sont en mission via le collectif, via la boîte. On a un écosystème de gens avec qui on s'entend bien, un écosystème de personnes avec qui on a des contacts. C'est compliqué de dire qu'ils sont dedans, quoi. Donc il y a ceux où je suis sûr ils sont dedans, c'est ceux qui sont en mission. Le reste, on verra, c'est un peu plus large. En fait, le collectif, je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant. À quel moment est-ce qu'un collectif devient une boîte? Par exemple, ce qu'elle peut faire un collectif, ce que peut faire une boîte de conseil et ne peut pas faire un collectif, s'il n'y a pas de prise de capital, c'est comment est-ce qu'on partage une connaissance, une méthodo. C'est que moi, si j'apporte à un collectif une méthodo, j'ai envie si la méthodo elle est réutilisée par une autre personne du collectif, comment est-ce qu'on se rémunère, comment est-ce qu'on fait ça, est-ce que je trouve une valeur là-dedans? C'est des questions qui commencent à se poser, qui sont pas évidentes. Et ça, c'est un des sujets qui est assez intéressant en ce moment. Si c'est juste un collectif en soi, ce que j'ai aujourd'hui, qui est une structure qui fait intermédiaire pour la facturation pour un client, ça c'est facile. De toute façon, quand tu sors de toute façon du collectif, quand tu as fini ta mission, il n'y a plus de valeur que tu apportes, donc ça c'est plus un problème. Mais voilà. Et donc,
moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est du coup, on travaille avec des grands groupes. Et donc, les grands groupes, on voit vachement l'évolution. Nos concurrents, c'est un peu les ESN. J'ai pas mal de personnes en ESN qui sont intéressées par le passage en freelance parce qu'ils disent ouais, en fait, moi, ça fait 2 ans que je suis en mission, je suis en présentiel chez le client, j'ai un peu du mal à voir l'apport de ma boîte dans mon projet. Donc, par contre, je vois l'apport que je leur fais sur la marge. Donc, je serais intéressé pour peut-être passer sur un autre format. Et là, effectivement, il y a des passages là-dessus. Et comment est-ce que les ESN vont réagir? Je pense que les boîtes de conseil cultivent des assets en interne, des méthodos, une expertise qui feront qu'ils seront choisis pour amener ça à leurs clients. Les ESN, effectivement, je pense que les collectifs vont de plus en plus prendre de la place, quoi. Ok, super intéressant. Merci beaucoup Victor. Et merci Paul, Virginie, Emmanuel. On a balayé pas mal de sujets, je pense, en un peu moins d'1 heure. Donc on est pile dans les temps. J'espère que vous avez plein de questions. Et je vous propose de surtout pas hésiter à les poser juste après. Là, on va sortir les boissons. La nourriture va arriver d'ici 10 minutes. Donc normalement, ça va. Vous pouvez rester avec nous et poser toutes les questions que vous avez en tête. Merci beaucoup MDN, Lucas, Claire pour l'aide sur l'organisation de l'event, aussi Alice et Théo côté de Joko. Et on était super contents de vous accueillir. On était super contents aussi de vous accueillir dans les locaux de Joko. Et hâte de continuer la discussion autour de l'apéro. Et encore un immense merci à Imaya pour le sponsoring.